Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Eh bien, on vous propose donc une démarche très active ce matin contre le cancer du sein. Et cet exercice, on va le mener à bien avec vous, professeur Mahasti Sagatian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue médical et responsable de l'unité sein de l'hôpital américain à Paris. Alors, le cancer du sein, ça touche plus de 60 000 femmes chaque année. Plutôt des femmes après 50 ans, mais il y en a des plus jeunes, n'est-ce pas? Et on n'en parle pas beaucoup de celles-là. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que le cancer du sein, c'est quelque chose qui vient avec l'âge. Le pic d'incidence, c'est 65 ans. Mais 20% des cancers du sein vont concerner les femmes de 40 à 50 ans. Donc c'est vraiment significatif. Bah oui, c'est beaucoup. Alors pourquoi on ne propose pas justement aux femmes entre 40 et 50 ans de se faire dépister ? Le programme de dépistage national, il concerne les femmes de 50 à 74 parce que, en fait, on a démontré, et ça fait 20 ans que tout ça est étudié, que faire des mammos tous les ans entre 50 et 74 à toutes les femmes, ça permet de détecter en quelque sorte suffisamment de cancers pour que ça vaille le coup de faire ces mammos à toutes ces femmes tous les 2 ans. Ça n'a pas été si bien démontré entre 40 et 50 parce que 20% des cancers, même si ce n'est pas négligeable, finalement, faire des mammos tous les ans, tous les 2 ans à toutes ces femmes entre 40 et 50, on n'a pas démontré que c'était utile pour détecter même ces 20% de cancers. On se rend compte qu'entre 40 et 50, il y a des femmes à risque et puis il y en a qui ne le sont pas du tout. Mais il faut savoir les identifier, on va en parler. Alors, quel que soit le type de cancer du sein ou même l'âge auquel on est touché, on est d'accord que plus on le dépiste tôt, quel que soit notre âge et quel que soit le cancer, mieux c'est, toujours. Ça, c'est toujours vrai. Il y a des chiffres assez simples. Un cancer dépisté à un stade 1, c'est 95% de femmes qui survivent de ce cancer et voilà, on n'en parle plus et elles sont en vie. À un stade 3, c'est donc un stade avancé avec des ganglions atteints, une grosse tumeur, c'est 60% de survie. Donc voilà, on survit si c'est dépisté tôt et on en guérit si c'est dépisté tôt. Est-ce qu'une femme est capable, en se palpant, en s'observant, de se trouver un cancer d'ailleurs toute seule en fait? Si on sent, je sais pas, une boule, une grosseur dans le sein, c'est pas forcément un cancer quand même. Oui, c'est exactement ça. En fait, nous, c'est vrai, en consultation, on voit régulièrement des femmes qui se sauvent elles-mêmes leur vie. Elles se sont palpées quelque chose, elles ont vu leur médecin, ça a été exploré et c'était un cancer. Mais c'est des histoires très rares. La plupart du temps, quand on palpe quelque chose, c'est bénin, c'est un adénofibrome, c'est un peu de glande qui, avant les règles, est inflammée et fait mal. Donc, le plus souvent, c'est bénin. Donc, malheureusement, l'autopalpation, c'est pas un bon test de dépistage. Mais il faut quand même le faire et se regarder aussi. L'examen visuel, c'est très important parce qu'il peut y avoir des anomalies qu'on va observer qui peuvent être le signe qu'il faut consulter. L'autopalpation, comme on vient de la décrire, il faut la faire à quel rythme, à partir de quel âge? Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Moi, je pense que ça devient vraiment intéressant à partir de 40 ans. Parce qu'en dessous, on a justement beaucoup de boules qui sont des choses bénignes, des adénofibromes. Et donc, on peut plutôt s'inquiéter si on se palpe tout le temps. Sauf si on a une histoire familiale, des facteurs de risque particuliers. À partir de 40, c'est intéressant. Et c'est vrai, le faire un peu tous les jours sous la douche et puis être suivi. En dehors des règles, plutôt, parce que c'est un moment où on va avoir les seins très tendus. Donc, il vaut mieux le faire en dehors du cycle. Et pourquoi sous la douche? Oh oui, parce que si vous avez envie de vous toucher pendant l'émission, faites comme vous voulez. Mais... Non, mais c'est pas ça, mais c'est parce qu'on sent mieux, ou pas du tout. Non, c'est parce que c'est un moment où on est en contact avec général, son corps. En général, vous êtes seul et nu, donc c'est pratique. D'accord, je comprends. Comme c'est quelque chose du quotidien, c'est un peu comme les astuces de comment faire du sport à la maison, c'est comment faire de l'autopalpation à la maison. Mélanie Gomez est effondrée par ma question qu'elle n'avait pas prévue. Dans le métro, sinon, c'est bien aussi. Cette autopalpation, justement, régulière, elle ne dispense pas, j'imagine, d'un bon suivi chez le gynéco. C'est quoi le bon rythme ? Alors, le bon rythme, c'est 1 fois par an, parce que c'est vrai que le gynéco, il va aussi faire l'examen pelvien. Aujourd'hui, il y a les frottis, il faut en parler aussi, le dépistage de cancer du col, ça c'est tous les 3 ans. L'examen clinique, alors... C'est-à-dire qu'en fait, quand on est à très bas risque, être examiné cliniquement 1 fois par an, donc votre médecin qui sait examiner vos seins, ça peut permettre aussi de détecter de temps en temps des choses qu'on n'aurait pas vues en mammographie ou la mammographie serait survenue trop tard. Bon, d'ailleurs, peut-être une question bête, mais est-ce qu'on peut prévenir? On parlait d'activité physique juste avant avec Sandrine Arcisé, mais est-ce qu'on peut éviter d'avoir un cancer du sein? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut toutes faire au quotidien pour limiter ou réduire ce risque? C'est très juste, Mélanie, et j'écoutais avec attention l'intervenante précédente parce que oui, on peut éviter un cancer du sein. C'est
pas une fatalité. Et maintenant, là aussi, on a des données depuis 20 ans qui démontrent sur des centaines de milliers de femmes que l'activité physique réduit de 20 à 30% le risque de cancer du sein. C'est énorme, c'est mieux que n'importe quel médicament, c'est mieux que n'importe quel vaccin. Donc voilà. Et ça, alors il faut, comme on le disait, de l'activité physique un peu intensive. Il faudrait faire 30 à 45 minutes tous les 2 jours pour avoir l'effet immunitaire, l'effet anti-inflammatoire, l'effet métabolique. Mais oui, ça marche. Il y a aussi l'alimentation. Là aussi, il y a plein d'études qui montrent qu'une alimentation bio, riche en fruits et légumes, contenant du calcium, tout ça, c'est protecteur. Très bien. Professeur Sagatchian, on n'en a pas terminé avec vous. On va continuer cette mise au point sur la prévention et le dépistage du cancer du sein. D'ailleurs, certains experts veulent évaluer une autre stratégie de surveillance des femmes qui serait davantage sur mesure, avec des mammos plus fréquentes ou moins fréquentes en fonction du risque réel de chaque femme. Ça peut démarrer dès 40 ans. Et on vous détaille tout ça juste après. Alors restez avec nous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors aujourd'hui, on fait un dépistage, un éclairage. J'ai fait un lapsus, je ne sais pas pourquoi. On fait un dépistage en direct. C'est bien, avec Mélanie, Julia Vignali. il faut tous se dépister. Un éclairage sur la prévention et le dépistage du cancer du sein. Ce focus, on le fait avec vous, Mahasti Sagatchian. Vous êtes oncologue médical, responsable de l'unité sein de l'hôpital américain. Alors en France, depuis 2004, il y a un dépistage de masse qui est organisé pour toutes les femmes à partir de 50 ans. C'est une mammo tous les 2 ans, on en a parlé. Mais il y a une autre approche qui intéresse de plus en plus d'experts, dont vous. Ce serait une approche plus individualisée qui pourrait démarrer bien plus tôt. C'est quoi concrètement ce que vous proposez, ce que vous envisagez ? En fait, en pratique, on a démontré, ça fait 20 ans qu'il y a du dépistage, on a démontré que ça diminuait de 20 à 30% le risque, les décès par cancer du sein. Donc le dépistage, c'est utile. Mais c'est vrai qu'aussi, on a remarqué que entre 40 et 50 ans, 20% de cancer du sein, de femmes qui ne sont pas dépistées dans ce dépistage. Donc ce risque, il est là dès 40 ans. Et donc, il y a eu maintenant tellement de progrès en termes génétiques, en termes de mammographie, en termes de biologie, de compréhension du cancer, qu'aujourd'hui, on est capable, pour toute femme, de dire quel est son risque de cancer du sein. Est-ce qu'elle est à risque dès l'âge de 40 ans et est-ce qu'elle devrait commencer à se faire surveiller dès l'âge de 40 ans Alors, il y a, je crois, une très grande étude, d'ailleurs baptisée MyPEPS, à laquelle la France participe, qui doit comparer les deux approches. On regarde quoi, justement, dans cette étude, concrètement ? Alors, MyPEPS, étude européenne, mais lancée par la France et par l'Institut Gustave Roussy, Cocorico pour la France. C'est une étude de 80 000 femmes en Europe qui va regarder justement, est-ce que dépister sur le risque individuel dès l'âge de 40 ans, mais même à 50 ans d'ailleurs, à 50 ans, est-ce qu'on a vraiment besoin de dépister toutes les femmes ? C'est pas certain. Toutes les femmes n'ont pas forcément besoin de tous les 2 ans de la mammographie en réalité. Exactement, mais là, on fait ça. pareil pour tout le monde. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, dès 40 ans, on regarde votre risque personnel à vous et on vous fait des mammos s'il faut. Et si vous n'êtes pas à risque, on en fait, oui, on vous surveille, oui, mais tous les 4 ans au lieu de faire ça tous les 2 ans. Et excusez-moi de ma question peut-être un petit peu bête, mais c'est quoi le risque si j'en fais trop de mammos ? Enfin, si j'en ai pas spécialement besoin et que j'ai envie d'en faire moi parce que j'ai 45 balais tous les 2 ans. Le risque qu'on a toujours suspecté, c'est de vous irradier. C'est-à-dire la mammographie, c'est des rayons X, et donc d'irradier votre glande mammaire et peut-être d'entraîner même un cancer du sein à force de vous irradier. Donc ça, c'est un risque qui n'a jamais été très clairement démontré, mais bon, qui est là, qui n'est pas négligeable. Il y a aussi tout le poids psychologique d'aller faire une mammographie, d'attendre les résultats, d'avoir peur, de détecter quelque chose, de biopsier. Finalement, c'était rien. Donc voilà, c'est imposer quelque chose quand même d'invasif et de lourd à une femme qui finalement n'en aurait pas besoin. Ça, on ne veut pas le faire non plus. Vous pensez que les femmes françaises estiment correctement justement leur propre risque de cancer du sein ? Qu'il y a peut-être des erreurs d'ailleurs qu'on peut avoir en tête chacune d'entre nous ? Alors, c'est en fait impossible de détecter son risque de cancer du sein, très honnêtement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un risque familial, donc c'est vrai que si vous avez... ma mère, ma sœur, ma cousine en ont eu, bon, il y a clairement... Voilà. Mais ça, finalement, ce risque génétique familial, il est extrêmement rare. C'est moins de 5% des cancers du sein. Donc finalement, tous les autres cancers qu'on voit, ils sont pas liés au risque génétique familial. Donc les femmes se font une fausse estimation. Parfois, elles sont faussement rassurées parce que c'est vrai qu'il y a des choses protectrices. C'est vrai qu'avoir eu des enfants jeunes, les avoir allaités, ça protège. Mais ça n'empêche malheureusement pas le cancer du sein. Et c'est tellement complexe, un cancer du sein, qu'estimer que le risque de cancer du sein, c'est une affaire assez complexe aussi. Alors, vous parliez de prédisposition génétique au cancer du sein. Vous pensez vraiment que les femmes ont envie justement de savoir ça ? Qu'elles sont plus à risque que certaines autres femmes ?
Alors, je pense que en fait, les femmes ont intérêt à, comme pour le cancer du sein, comme pour plein d'autres maladies, à savoir à quoi elles peuvent être exposées, surtout quand on peut l'éviter. C'est-à-dire que connaître un risque d'une maladie qu'on ne peut pas traiter, ça n'a aucun intérêt. Mais connaître le risque de quelque chose qu'on peut prévenir ou qu'on peut détecter très tôt pour en guérir, oui, je pense qu'on en a tout envie. Ouais. Alors justement, vous, professeur Sagatian, à l'hôpital américain où vous travaillez, vous avez un peu devancé les autres puisque vous proposez depuis quelques années déjà un bilan personnalisé aux femmes pour venir évaluer leur risque individuel des 40 ans de cancer du sein. Ce bilan, il comprend quoi? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu? Alors, ce bilan, il repose sur le même principe que la grande étude MyPeps dont on a parlé. Il consiste à dire... On va estimer votre risque individuel de cancer du sein. Alors ça, sur la base de 3 éléments. Votre histoire personnelle, clinique, familiale, vous interrogez quelques sur un questionnaire. Quoi. Deuxième chose, on estime la densité radiologique mammographique. On en reparlera, je crois. Et troisième chose, on regarde votre terrain individuel, votre composition génétique individuelle, votre ADN. Parce que dans notre ADN, notre risque de cancer du sein est écrit. Ah bon ? Et on combine tout ça. Logiciel d'intelligence artificielle qui fait le calcul et qui nous dit quel est le risque de cette femme qu'on a devant nous et qu'est-ce qu'on va lui proposer comme surveillance et comme prévention. D'accord. Et c'est proposé aux femmes de quel âge? À partir de quel âge? On commence à partir de 40 ans, parce qu'en dessous, le risque reste heureusement très très faible, sauf cas particulier. Alors ce bilan, ça s'appelle le MammoRisque. Pour en bénéficier, si on le souhaite, comment on peut faire? C'est proposé qu'à l'hôpital américain? Non, aujourd'hui, ça commence à se déployer dans pas mal d'endroits. Nous, on a été peut-être un peu précurseurs sur l'offre en routine. C'est fait dans le cadre de l'étude MyPeps, justement, donc, et beaucoup de centres de dépistage le proposent dans MyPeps. Nous, on le propose dans le cadre de nos bilans de santé. Certains cabinets de radiologie, certains hôpitaux commencent à s'équiper, à le proposer aussi. Alors, vous nous le disiez tout à l'heure, lors de ce bilan personnalisé, vous faites une mammographie, mais il faut savoir que c'est surtout la densité mammaire que vous regardez. Et c'est quoi ce truc-là et pourquoi c'est un facteur si important pour vous? Alors, c'est quelque chose que la science, la médecine a découvert finalement assez récemment. La densité des seins, ça ne se voit qu'en mammographie, c'est pas palpable, c'est pas parce qu'on a des jolis seins durs qui sont denses, non. Ni des gros seins gros. Ni parce qu'ils sont gros, c'est vrai. Ils peuvent être gros et pas denses du tout. Oui, effectivement, parce que en fait, la densité des seins, c'est le rapport entre tout ce qui est fibreux, tissulaire dans le sein et le graisseux. Plus on a de graisse dans le sein, moins le sein est dense. Donc au contraire, les gros seins ne sont pas forcément plus denses. Et donc ça, c'est les radiologues qui les calculent. Il y a aussi des logiciels qui maintenant les calculent automatiquement à partir des petites images de mammographie, des petits pixels de la mammographie. Et il y a 4 classes de densité A, B, C, D, du moins dense au plus dense. Et plus c'est dense, plus ça met un risque de cancer du sein. Ça veut dire qu'ils sont plus imbibés, je sais pas, d'hormones, de choses comme ça? C'est un rapport avec ça ou... C'est un rapport, en fait, ils sont plus fibreux, il y a plus de tissu sur lequel pourraient se développer des cellules cancéreuses. Ouais, se fabriquer des tumeurs. Alors vous dites qu'il y a dans MammoRisque, il y a donc un test salivaire génétique que vous proposez. Qu'est-ce que vous allez regarder concrètement dans je sais pas comment ça se passe ce test, on le fait comment? Il faut cracher, enfin salivaire, on a compris qu'on prenait de la salive, mais et dedans vous allez regarder quoi? Si j'ai les gènes d'Angelina Jolie ou c'est pas ça? Alors, le test salivaire, c'est un peu comme le PCR là, du Covid, mais pas dans le nez. C'est dans la bouche. On prélève en fait avec un écouvillon, c'est une espèce de gros coton-tige. On va se frotter les joues. Exactement. Ça, on se frotte les joues. On peut le faire d'ailleurs soi-même à la maison. Ça permet de récupérer de la salive dans laquelle en fait on a de l'ADN. Et donc on fait là-dessus une analyse de 76 gènes. Ah oui, donc c'est pas que BRCA1, BRCA2, les fameux gènes qu'on connaît notamment pour Angelina Jolie, je rappelle. C'est ça. Mais c'est pas ça que vous regardez. C'est pas du tout ça, effectivement. C'est une combinaison de gènes qui donne votre profil génétique, votre code barre génétique de risque ou pas au cancer du sein. Et effectivement, ce n'est pas les gènes Angelina Jolie, le gène BRCA, parce que le cas BRCA Angelina Jolie, c'est des histoires familiales de cancer du sein, de très haut risque de cancer. Ça n'a rien à voir. Et c'est très rare, vous nous disiez tout à l'heure. Oui. Et donc, à la fin de cette consultation, vous rentrez toutes les données dans votre machine et ça donne à chaque femme donc ce fameux MammoRisque personnel. Ça se traduit par quoi pour elles, pour ces femmes-là, pour la suite? Vous leur prescrivez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, donc, ce qu'on estime, c'est le risque d'avoir un cancer du sein dans les 5 ans qui viennent. Alors, il faut se rassurer, ces risques-là, ils sont autour de 1%, 2%. Les hauts risques, c'est 5% de risque. Donc, ça reste des niveaux de risque bas. Mais déjà, à ces niveaux de risque-là, on sait que
en fonction du pourcentage de risque, la mammographie peut être utile et on est capable de dire est-ce qu'il faut faire une mammo, oui, non. Est-ce qu'il faut en faire une tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans. Est-ce qu'il faut faire une échographie en plus? Est-ce que parfois, pour certaines à haut risque, il faut rajouter l'IRM? Voilà, on va vous dire exactement le programme de surveillance adapté pour vous et le rythme de surveillance adapté. Et c'est valable pendant 5 ans, c'est bien ça? Au-delà de 5 ans, en fait, ce qui peut essentiellement changer, c'est la densité des seins. Notre densité, elle évolue au cours de la vie. Et ce qui peut changer aussi, c'est les événements qui vous arrivent. Est-ce qu'on vous fait une biopsie au niveau du sein? Est-ce qu'il y a une histoire dans la famille de cancer? Voilà. Donc il faudrait redoubler le mammo-risque tous les 5 ans? C'est ça, exactement. Et c'est pas trop anxiogène, vous pensez, je sais pas, peut-être pour une femme qui aurait 40 ans, qui découvrirait à la sortie de ce bilan que son mammo-risque, il est pas génial, hein, il est pas top. Comment elles réagissent? C'est quoi le rendu de ces femmes une fois que vous leur dites oui, tu es à risque? Alors, cette question-là, effectivement, on se l'est posée. Et justement, Gustave Roussy, avant de lancer MyPeps, a fait une étude d'évaluation de la psychologie des femmes au sortir de leur consultation mammo-risque. Et la bonne nouvelle, c'est d'abord que beaucoup de femmes sortent plutôt avec une estimation de bas risque. Donc elles sont plutôt rassurées par rapport à ce qu'elles pensaient en termes de risque, et elles sont finalement moins à risque que ce qu'elles pensaient. Deuxième chose, c'est que même quand elles sont à risque, en fait, on leur dit pas juste « vous avez un risque, au revoir ». Elles savent qu'elles ont derrière un programme de surveillance adapté qui leur permettra d'éviter le cancer. Donc, on est assez sécurisé par ce programme derrière. Et au-delà de dire à cette jeune femme, je prends l'exemple, qui a 40 ans, vous lui dites, ton mammo-risque, il est élevé. Vous allez lui dire, ok, toi, ça sera peut-être des mammographies dès l'âge de 40 ans, tous les 2-3 ans, enfin, à voir. Mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des conseils diététiques? J'en sais rien, si cette femme, vous avez remarqué que, par exemple, elle boit trop d'alcool au quotidien, ça aussi, ça fait partie du processus de ce dépistage? Ah oui, ça doit en faire partie. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on a le sentiment de faire quelque chose. Effectivement, on peut faire vraiment derrière des programmes personnalisés en fonction du mode de vie. Est-ce que cette femme est sportive ou pas? Est-ce qu'on lui offre le livre de votre collègue? Est-ce que cette femme consomme de l'alcool? C'est vrai qu'on ne le dit pas assez. L'alcool est un facteur de risque très important de cancer du sein. Est-ce que son alimentation n'est pas trop riche en graisse, trop riche en sucre? Est-ce qu'il il faut pas revoir ça? On les met dans les programmes et sportifs et diététiques. Et ça coûte combien ce bilan? Alors, ce bilan, elle a envie de le faire. Mais moi, j'ai 46 ans, donc je sais pas. Effectivement, je suis pas dans la tranche des 50 et plus, donc oui, ça m'intéresse. Alors, en fait, il se découpe en différentes parties. Il y a la mammographie, qui est une mammo standard, qui est prise en charge, et ça dépend où vous faites votre mammographie. Le test salivaire, il coûte 200 €. Et puis, il y a la consultation, encore une fois, qui dépend de où vous faites la consultation. Dans le cadre de l'étude MyPeps, c'est financé par des fonds de recherche, et donc les patientes sont complètement prises en charge. Génial. Très bien. Merci beaucoup, professeur Sagatian, pour cet éclairage sur la prévention et le dépistage du cancer du sang. On sent que les choses sont en train d'évoluer et que probablement le dépistage de masse tel qu'il est proposé aujourd'hui est perfectible. Et donc de nouveaux outils sont désormais à la disposition des femmes dès 40 ans qui voudraient s'impliquer dans une surveillance plus active de leur santé. Merci docteur. Oui, merci beaucoup docteur. On va basculer maintenant vers la dernière séquence de l'émission, notre partie tendance. On va écouter d'abord la chronique de Nathalie Le Breton. Comme à chaque fois, elle va nous présenter sa sélection de livres jeunesse. Aujourd'hui, des bouquins pour infuser de façon ludique les bonnes manières à nos enfants. Ensuite, avec Cécile Coumeau, on va découvrir une tendance qui agite les quinquas et plus, le métier de mannequin senior. Et pourquoi pas bientôt pour nous, Mélanie. Oui, et enfin, il y aura la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Vous avez dû remarquer le nombre de cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique qui explose ces derniers temps. Alors que valent ces produits? Font-ils réellement le job contre nos rides? Il va tout nous expliquer, alors restez avec nous sur Europe 1.